qui frappe dans cette histoire, c'est pas forcément la bêtise de notre ami MacArthur Wheeler, mais c'est le fait de voir qu'est-ce qui fait qu'il est comme ça persuadé d'être invisible à partir du moment où il s'est badigeonné de jus de citron. Salut les filles d'Olympe, bienvenue dans les Bulles de Flow, ce défi un peu fou, vous concoctez 100 épisodes en 100 jours. Chaque bulle sera une respiration, une histoire ou un défi pour éclairer autrement nos différences, nos ressemblances et nos fameux possibles. Je suis Florence Hugui, facilitatrice des impossibles, et je vous emmène avec moi dans mes bulles d'expériences, d'anecdotes, de dialogue avec vous aussi, bien sûr. Allez, on respire et on s'envole. Vous avez déjà peut-être entendu parler d'un certain MacArthur Wheeler. Si ce n'est pas le cas, je vais vous raconter son histoire. MacArthur Wheeler, il est américain et il n'a plus du tout d'argent. Et il ne sait pas trop comment s'en sortir. Alors un jour, il décide d'aller braquer une banque et il se dit qu'une banque ça suffit pas, donc il va aller braquer 2 banques. Nous sommes en 1995 et MacArthur Wheeler va entrer dans une banque, dans une première banque, sans masque, sans se protéger de quoi que ce soit, sans cacher son identité, en décidant qu'il n'y avait aucun problème avec ça. Donc pas de masque, il ne cache pas son visage. Pourquoi ? Parce que MacArthur Wheeler, il a trouvé la parade et la solution pour se planquer. Avant de partir de chez lui, il s'est badigeonné le visage de jus de citron, parce qu'il est persuadé que, comme pour l'encre sympathique, ça va le rendre invisible aux yeux des caméras de surveillance. Et donc, quand la police l'arrête, quelques heures plus tard, parce que bien évidemment qu'on l'a reconnu, il est complètement sidéré. Et d'ailleurs, il va protester. Il va pas du tout comprendre pourquoi on l'arrête. Il comprend pas du tout, puisqu'il explique qu'il a testé cette méthode chez lui, et que ça marche. Et qu'il voit pas du tout comment les policiers auraient bien pu le reconnaître alors que ce jus de citron avait fait tout son effet. Ce qui frappe dans cette histoire, c'est pas forcément la bêtise de notre ami MacArthur Wheeler, mais c'est le fait de voir qu'est-ce qui fait qu'il est comme ça persuadé d'être invisible à partir du moment où il s'est badigeonné de jus de citron. On est dans quelque chose qui est très connu et qui va être étudié par des psychologues américains largement depuis, qui s'appelle l'effet Dunning-Kruger. Dunning-Kruger, le nom, c'est le nom des 2 psys qui l'ont découvert, David Dunning et Justin Kruger, qui vont formuler une hypothèse un peu dérangeante après avoir appris l'histoire de notre voleur au jus de citron. Ils vont poser l'équation suivante. Il y a des personnes qui sont trop peu compétentes dans un domaine pour être capables d'évaluer correctement leur propre niveau. Si je le dis avec d'autres mots, on peut dire que l'incompétence peut empêcher de voir l'incompétence, et notamment notre propre incompétence, alors que le fait de savoir, le fait d'avoir des compétences, ça va nous rendre un peu moins aveugles et on va se rendre compte en fait du champ de savoir qu'on n'a pas du tout acquis et qui serait peut-être nécessaire pour pouvoir braquer 2 banques dans des conditions optimales, par exemple avoir mis un masque. Alors, nos 2 psys, ça suffit pas d'avoir eu l'exemple du fameux voleur au jus de citron, donc ils vont tester leur hypothèse sur des étudiants. Et ces étudiants, ils vont leur faire passer des tests assez simples dans les 3 domaines que sont la grammaire, la logique et l'humour. Ils choisissent l'humour. Et puis là, ils vont demander à chaque étudiant d'estimer sa performance dans les tests qui ont été réalisés. Et sans surprise, ça se vérifie. C'est-à-dire que les étudiants qui sont les moins performants, qui sont le moins avancés dans leurs études, ils vont avoir tendance à trouver qu'ils ont certainement la moyenne, voire même une moyenne supérieure. Alors que ceux qui n'ont pas fait, alors que ceux qui ont le niveau, ceux qui ont plus de compétences, ils vont plutôt avoir tendance à se sous-évaluer et à estimer qu'ils n'ont pas été tout à fait à la hauteur, ou alors à penser que, de toute façon, vu que tout le monde sait ce qu'ils savent, il n'y avait rien d'exceptionnel à leurs résultats. C'est là qu'ils ont pu identifier, nos 2 psys, un double mouvement. Il y a les personnes qui savent le moins, qui sont souvent les plus sûres d'elles, et puis il y a celles qui savent le plus, qui sont plutôt en train de douter, et douter beaucoup plus souvent que les autres. Est-ce que ça rappellerait pas un peu la manière dont nos présidents divers et variés se comportent en ce moment, et notamment celui qui se situe de l'autre côté de l'Atlantique et qui a tellement de bonnes idées et tellement de pouvoir entre les mains que l'effet Dunning-Kruger pourrait bien lui coller à la peau.
Alors bien sûr, on sait que la psychologie de ce personnage-là est beaucoup plus complexe et que l'histrionisme est entré aussi dans la danse et puis qu'il y a certainement plein d'autres trucs qu'on pourrait encore ajouter. Donc on va pas se lancer dans un portrait psychologique hasardeux sur cet homme-là. Mais quand même, cet effet de surconfiance, il est présent dans plein d'endroits de notre société. Et il est présent clairement dans les interactions entre les hommes et les femmes, puisque les hommes auront tendance à penser qu'ils sont plus compétents qu'ils ne sont en général, alors que les femmes, elles, sont moins claires sur cette question-là et vont avoir plus de doutes et vont s'interroger plus volontiers sur leur capacité de faire face à toutes sortes de situations dans la vie. L'exemple de notre braqueur au jus de citron et les recherches qui ont suivi, ça date de 1995, mais évidemment que c'est des éléments qui avaient déjà été observés précédemment. Et il y a des recherches qui ont été menées dans les années 60 et qui aboutissent au même résultat. Les personnes qui n'ont pas tout à fait les compétences vont estimer qu'elles ont beaucoup plus raison que les autres. Ce qui est intéressant, c'est que plus on donne des informations à des personnes qui ne seraient pas complètement compétentes, plus leur confiance va augmenter, sans que leur précision n'augmente pour autant. Ça veut dire qu'ils ne vont pas acquérir de nouvelles compétences qui font qu'ils sont capables d'assumer une tâche, mais par contre, ils vont gagner en confiance et gagner en certitude qu'ils vont pouvoir accomplir la fameuse tâche. C'est un biais cognitif absolument massif, la surconfiance. On le trouve dans plein d'endroits. On le trouve dans nos vies aussi. On l'observe en médecine, on l'observe dans la finance, on l'observe en politique, on l'observe en entreprise. Il est présent partout. Pensez simplement à vous la première fois que vous avez mis les pieds sur des skis et qu'on vous a fait descendre une piste qui était peut-être un peu trop compliquée pour vous. On y va, puisqu'on n'a aucune idée de ce qui nous attend. On n'a aucune perspective sur ce qui va se passer. Donc on est dans l'effet de surconfiance, on se fait confiance, on y va, et puis c'est une fois planté au milieu de la piste avec des bosses d'un côté et des plaques de glace de l'autre qu'on se rend compte de la difficulté de la tâche. C'est ce qu'on appelle aussi l'incompétence inconsciente. Ne pas savoir qu'on ne sait pas, ça nous permet de faire des fois des trucs, des prouesses un peu compliquées que parfois on arrive à atteindre, mais parfois à plat ventre. Les chercheurs qui ont travaillé sur la surconfiance, ils décrivent souvent ce biais comme un chemin et ils le dessinent souvent comme une courbe. Parce que ce qu'on appelle l'incompétence inconsciente, le fait qu'on ne sache pas ce qu'on ne sait pas, c'est pourtant là, c'est quand on ne sait pas qu'on ne sait pas que la confiance elle est maximale. Et ça, c'est observé assez régulièrement. Donc on grimpe là en fait sur ce qu'on appelle un plateau de surconfiance, puisqu'on va être capable de faire des choses folles qu'on n'est absolument pas capable d'atteindre, mais dans nos têtes, ça nous semble évident que c'est possible. On ne sait pas qu'on ne sait pas. On sait qu'on ne sait pas encore. Alors on hésite, on parle un peu moins fort, et puis il y a aussi des personnes qui vont s'arrêter là, parce que tout le monde n'a pas un état d'esprit de développement, et donc il y a des personnes qui préfèrent rester là en sécurité, plutôt que de continuer d'avancer de manière un peu aventureuse, puis de se retrouver de nouveau dans des situations un peu périlleuses. Sauf que là, on peut aller vers ce qu'on appelle la compétence consciente. Je sais que je sais, et puis je sais aussi qu'il y a des choses que je ne sais pas, jusqu'au moment où on va arriver à la compétence inconsciente. Si on prend un exemple très simple qui pourrait illustrer ça, c'est le fait de marcher. Regardez un enfant qui est en train d'apprendre à marcher, il va prendre des risques inconsidérés et il va pas du tout sentir qu'il y a du danger. Donc il va falloir être avec lui, il va falloir le protéger, puis surtout il va falloir le suivre et le soutenir dans ses efforts d'apprentissage. Un adulte qui marche dans la rue, lui, il a complètement acquis le fait que de marcher ne doit pas lui demander le moindre effort cognitif. Il le fait de manière totalement inconsciente, totalement intégrée, sans avoir besoin de réfléchir à chacun de ses pas. C'est exactement de ça dont on parle. C'est ce phénomène-là, le fameux effet de surconfiance, qui peut un jour aboutir à quelque chose qui est moins fort de ce point de vue-là parce que nous sommes dans la compétence inconsciente. Si je vous parle de tout ça, c'est parce que, certes, nos chefs d'État ne sont pas toujours faciles à supporter, mais les questions de genre dans notre société sont aussi un bel exemple de surconfiance. On le sait statistiquement, les hommes vont accepter d'aller postuler pour un emploi alors qu'ils n'ont pas le total des compétences. Une femme va avoir beaucoup plus tendance à se questionner puis à pas tellement oser y aller si elle n'a pas exactement le bon profil. On sait que ces chiffres ils ont aussi été remis en question et puis que les écarts entre les garçons et les filles sont pas si éloignés que ça. Il y a des rumeurs qui le disent, mais c'est pas forcément la réalité qu'on constate sur le terrain. En même temps, les hommes sont éduqués socialement pour être dans une forme de
En même temps, les hommes, ils sont éduqués pour être dans cette survalorisation, dans cette certitude d'être une représentation centrale et puis de savoir être dans la dominance, savoir être au pouvoir, savoir faire toutes ces choses, même s'ils ne le savent pas du tout, ils vont pas forcément en être conscients et conscientes. Quand j'accompagne des groupes sur le langage média, sur le fait de parler aux médias, ça se constate très clairement. Les femmes, elles vont avoir beaucoup de doutes, elles vont intégrer leur dossier, elles vont lire très clairement toute la documentation qu'elles ont à disposition, et si c'est pas fait, elles auront tendance à refuser les invitations médias. Alors que les hommes, ils auront lu le titre du discours, ils auront lu le titre du dossier, éventuellement la moitié de la première page d'introduction, et quand on leur propose une interview, ils vont sauter dans le bain et ils vont y aller. Et ça va aller, parce qu'ils sont dans cet effet de surconfiance, et ils pensent qu'ils sont capables de tout gérer. C'est pas toujours le cas, mais ça se remarque pas forcément parce que dans les médias audiovisuels, les temps de parole sont souvent très très petits, notamment dans les sujets d'actualité, ce qui fait qu'il n'y paraît pas. Par contre, on a vu l'homme apparaître et on n'aura pas vu la femme politique, par exemple. Et donc, mon objectif à moi, quand je suis en formation avec ces publics-là, notamment les publics féminins, c'est d'arriver à leur proposer de pouvoir dire non à une interview, mais pour d'autres raisons que le fait de ne pas connaître le dossier et de ne pas avoir peur, mais d'oser y aller parce que leur compétence dépassera toujours celle de quelqu'un qui n'a lu que le titre du sujet sur lequel il va être questionné. C'est aussi comme ça qu'on peut dépasser l'effet de surconfiance et qu'on peut éviter de se retrouver dans des situations aussi ridicules que de se badigeonner le visage de jus de citron pour penser disparaître de la circulation. Le problème qui va avec tout ça, c'est que le système a tendance à récompenser cette surconfiance, valoriser la parole rapide plutôt que la réflexion, la certitude plutôt que le questionnement et le spectacle plutôt que la finesse d'analyse. Ça va être des espaces dans lesquels on aura tendance à disqualifier les personnes qui sont un peu dans cette vallée du doute, qui ne seront pas totalement persuadées de ce qu'elles vont dire. C'est pas très bien vu. On ne rassure pas suffisamment en ayant un ton un peu étonné ou un peu pas complètement sûr de lui. Et les femmes sont celles qui ont compris que le monde est toujours un peu plus complexe que ce qu'on essaye de leur vendre et qui donc auront tendance à adopter des attitudes qui pourraient montrer qu'elles sont dans la vallée du doute alors qu'elles n'ont pas à surjouer et elles n'ont pas à être dans la surconfiance parce que c'est simplement pas du tout leur manière de fonctionner. Parce que la surconfiance, c'est pas un sommet. C'est plutôt un stade précoce d'apprentissage, surtout dans nos sociétés qui ont tellement transformé, surtout dans nos sociétés qui l'ont transformé en idéal de pouvoir. Être dans la surconfiance, c'est être capable d'assumer le pouvoir. Et on a réduit ça à une espèce d'équation beaucoup trop courte qui pose quand même énormément de questions et énormément de problèmes et qui nous empêche de pouvoir faire du doute un élément clé, un élément important avec lequel nous pourrions beaucoup plus facilement cheminer tous et toutes ensemble. Pensez pour MacArthur qui continue de se badigeonner le visage avec du jus de citron en pensant qu'il disparaît de la circulation. Vous le savez, on ne naît pas libre, mais on peut le devenir à coups de mots, à coups d'actes ou à coups d'audace. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous donne rendez-vous demain pour notre prochaine bulle.